Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous d'information de Tweet TV. Nous sommes vendredi 30 avril et voici les titres. Lutte contre les violences basées sur le genre, la ministre Marie-Laurence Il-Boudou, presque 2 mois après le lancement officiel du numéro vert, fait le point de la situation avec les responsables du centre d'appel. Secteur immobilier au Burkina Faso, la coalition des associations pour la défense du droit au logement veut avoir une vision claire de la situation. Les membres de la coalition réunis ce matin ont fait le tour de la question et le point. Tchad, la situation politique ne laisse pas indifférents les ressortissants tchadiens vivant au Burkina Faso. Ces derniers, dans une marche protestataire devant leur ambassade au Burkina Faso, ont dit non à la gestion de la transition par la junte militaire. Depuis le 2 mars dernier, le Burkina Faso dispose d'un numéro vert pour dénoncer les violences basées sur le genre. Ce vendredi 30 avril, la ministre en charge de la femme était au centre d'appel et de prise en charge des victimes de ce type de violence. Marie-Laurence Il-Boudou a échangé avec le personnel des lieux. Voici ce qu'il en ressort. Mamidriana Kamabou. Elles sont mères, adolescentes, jeunes filles, victimes de violences basées sur le genre. Après avoir dénoncé ces abus à travers un numéro vert mis en place par le ministère en charge de la femme, ces femmes sont prises en charge dans ce centre de Baskoui. Visité ce 30 avril par la ministre en charge de la femme, certaines de ces victimes ont expliqué leur parcours. Des histoires qui ont suscité de vives émotions chez la ministre Marie-Laurence Il-Boudou. Nous allons continuer ce travail et dire que nous sommes sur la bonne voie pour qu'aujourd'hui nous arrivons à une société de paix stable. Il est important qu'on regarde ce secteur. Nous oublions ce facteur VBG qui incite, qui impacte les enfants, qui impacte les femmes, qui se radicalisent et au fur et à mesure que nous avançons, ces enfants qui ont vu leur mère victime de ces violences deviennent eux-mêmes acteurs de violence pour se venger. D'où la nécessité de regarder comment nous pouvons aller pour avoir une société plus apaisée. Souffrance et désespoir, ce sont les signes qu'on peut lire sur les visages de ces victimes. Mais depuis la mise en place de ce numéro vert, beaucoup d'entre elles retrouvent petit à petit la joie de vivre. Si tu ne veux pas marier non frère là, c'est que la fin va te tuer ici. Je t'ai obligé de me donner à ce gars. Pour avoir mangé jusqu'à grossesse est venue. Quand grossesse est venue, là, le gars aussi dit, il ne peut pas aller m'accompagner chez moi, il était là traîné comme ça dans la rue. Quand je suis venue à ce social, ici, là, ce jour-là, si tu me voyais là, on dit là que je suis là, je me retrouve pas, j'étais perdu. Actuellement là, je cherche à rentrer à Côte d'Ivoire. Bon, je n'ai même pas de transport. Je vais rentrer à Côte d'Ivoire et mes enfants. Comme ils ont retrouvé mes enfants, me donner, je vais aller voir ma famille. Ce dispositif mis en place par le ministère en charge de la femme a permis d'enregistrer, moins de 2 mois après son lancement, plus de 400 appels téléphoniques. Je suis satisfaite des résultats de mes collaborateurs, satisfaite de la prise en charge, mais comme vous avez vu, il y a beaucoup de doléances, nous n'avons pas de ressources. La nécessité d'appel aux partenaires qui peuvent nous accompagner pour que nous ayons un budget conséquent pour cela. Ces victimes de plusieurs nationalités subissent de violences psychologiques, physiques, sexuelles et culturelles. Une fois arrivées dans ce centre, elles sont accueillies et suivies par une équipe pluridisciplinaire. Nous avons l'équipe psychosociale qui est composée de travailleurs sociaux qui accueillent ces victimes et les orientent. On peut également les héberger au sein du centre ici. Nous avons l'équipe médicale psychologique qui accompagne sur le volet sanitaire et le volet psychologique de ces pensionnaires. Il faut noter aussi que nous avons le service juridique et prévention qui assure les sorties terrain pour sauver certaines victimes dans les mains de leurs bourreaux. Depuis le lancement du numéro vert, 30 victimes ont été hébergées dans ce centre de Baskoui. 9 sont retournées en famille. Et à la date du 29 avril 2021,
21 victimes sont en attente d'une solution à leurs problèmes. Le numéro vert est donc le 80 00 12 87, comme vous avez pu le constater dans ce reportage. Le président Rochma Christian Kaboré a reçu en audience ce jeudi en fin de matinée une équipe de chercheurs de l'unité clinique de Nanoro conduite par le professeur Alidou Tinto, investigateur principal du projet d'essai clinique d'un vaccin sur le paludisme. La délégation a présenté les résultats de son travail au chef de l'État. De quoi se satisfaire selon les chercheurs de ce vaccin contre le paludisme qui présente un taux d'efficacité de 75%. À Nanoro, nous travaillons sur les recherches vaccinales depuis 2009. Donc ça fait environ 13 ans que nous travaillons sur la recherche de vaccins avec nos partenaires du Nord. Et nous avons travaillé sur un premier vaccin, un premier candidat qu'on appelle RTSS, qui a donné une efficacité de 39%, qui est aujourd'hui dans une phase de déploiement pilote par l'OMS à travers l'Afrique. Et c'est à la suite justement de ce travail-là que nous avons essayé d'évaluer et voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et nos partenaires de l'université d'Oxford ont réussi à modifier la protéine RTSS pour produire le R21 que nous sommes en train de tester actuellement. Alors l'essai de phase 2 a commencé en 2018 avec les préparatifs et les premiers enfants ont été vaccinés en mai 2019. Et ça fait 2 ans maintenant que nous sommes sur ce programme. Et avec les résultats auxquels nous avons abouti, nous allons rapidement passer à la phase 3 qui va nous prendre encore environ 2 ans. Le président du Faso a réagi de façon très positive parce que comme vous le savez, ce travail a permis quand même de mettre le Burkina en exergue au plan international et de montrer qu'il y avait quand même des ressources humaines de qualité en matière de recherche au Burkina capables de conduire un tel essai qui est quand même un essai, il faut le dire, très complexe. Et il nous a encouragés et nous a rassurés que le gouvernement allait tout mettre en œuvre justement pour nous accompagner dans cette phase 3 que nous allons débuter très probablement la semaine prochaine. Comment se porte le coton burkinabé? La réponse, vous la trouverez dans le point de presse animé par l'association interprofessionnelle du coton du Burkina, AICB. Les membres de l'AICB se sont en effet rencontrés ce matin au siège de l'association à Ouagadougou pour faire le bilan de la dernière campagne cotonnière et donner les couleurs de celle à venir, c'est-à-dire à 2021-2022. Le reportage est de Fatimata Ninkiema. Il ressort de la déclaration liminaire de l'Association interprofessionnelle de coton du Burkina AICB que la production totale nationale était d'un peu plus de 490 000 tonnes de coton graines lors de la dernière campagne cotonnière. Une campagne marquée par des contraintes climatiques, socio-économiques et sécuritaires, des situations qui ont porté un coup aux objectifs initiaux de la campagne, selon le secrétaire général de l'AICB. Au terme de cette campagne 2020-2021, le volume de la production de coton conventionnel à l'échelle nationale est de 491 040 tonnes contre 458 726 tonnes pour la campagne devancière. Le rendement moyen est de 882 kg à l'hectare contre 793 kg à l'hectare pour la campagne écoulée. Les progrès enregistrés sont de 7% pour la production et plus 11% pour les rendements. Pour la campagne cotonnière qui s'annonce, l'AICB compte poursuivre dans la mise en œuvre des recommandations sorties de son atelier national sur la relance durable de la production cotonnière au Burkina Faso. Il s'agit entre autres de mettre à la disposition des producteurs de coton des produits de traitement de qualité et en quantité, ainsi que des semences coton préalablement traitées. Des actions de portée significative seront menées au niveau de la formation des équipes d'appui conseil agricole et des producteurs, sans oublier les segments relatifs au suivi et à la maîtrise de la pression parasitaire. De même qu'en ce qui concerne la formation, la sensibilisation et l'information des producteurs, où, en plus des initiatives propres à chaque société cotonnière, une mutualisation de certaines démarches sera observée. Au titre de la campagne cotonnière 2021-2022, le prix du coton graine premier choix
sera fixé à 270 francs CFA le kilogramme. Le coton graine deuxième choix à 245 francs CFA le kilogramme. Selon l'AICB, cela représente une hausse de 13% par rapport à la campagne précédente. L'objectif de production de la campagne cotonnière prochaine est aussi fixé à 627 000 tonnes de coton graine conventionnel et de 2500 tonnes pour le coton biologique et équitable. La coalition des associations pour la défense du droit au logement, CADDL, a convié les ondes de médias hier à 29 avril. L'objectif de cette conférence de presse a été de faire le point de la situation sur le front du logement et de renouveler les nouvelles revendications de la coalition en matière de gestion foncière. Sanata Seri. La crise foncière ne fait que s'aggraver au Burkina Faso, selon la coalition des associations pour la défense du droit au logement, CADDL. Le nombre des sociétés immobilières s'est accru ces 5 dernières années, avec des activités qui menacent la quiétude des populations vivant dans les zones périphériques, à en croire la CADDL. Aussi, les recommandations du rapport d'enquête parlementaire de 2016 sur le foncier qui avait relevé plus de 100 000 parcelles détournées connaissent un retard dans sa mise en œuvre. Valeur accordée aux propos du président de l'Assemblée nationale qui semblait se préoccuper du ravage foncier dans la périphérie de Ouagadougou, hypothéquant les chances d'avoir un site d'école ou de centre de santé, alors que depuis 5 ans dort dans son tiroir le rapport d'enquête parlementaire de 2016. Pour avoir été premier vice-président de l'Assemblée nationale de 2015 à 2020, Monsieur le ministre Benewende Stanislas Sankara se rendrait utile aux populations victimes de spoliation foncière en appliquant les recommandations contenues dans le rapport d'enquête parlementaire. Ne serait-ce que ça. Maintenant qu'il est devenu ministre, le rêve de M. Sankara est manifestement de museler et d'embrigader les organisations authentiques de défense du droit au logement. Pour la CADDL, la question du projet de restructuration dénommé ONI Habitat en phase d'opérationnalisation est hypothétique. Un projet qui consiste à créer des bidonvilles dans l'ensemble des 13 régions du Burkina Faso. Nous sommes tombés des nues quand nous avons regardé le document du projet dont la phase pilote est prévue pour Djikofe. Dans le contenu, c'est quoi? D'abord, pour ce qui concerne les espaces de vie, on dit qu'on va réduire la parcelle à 150 mètres carrés. 150 mètres carrés. Et en fait, ce qu'on va faire, on va transformer les zones non loties en bidonvilles. C'est écrit dans le document. Le principe même de créer un bidonville, des bidonvilles pour les populations, nous estimons que ce n'est pas des cadres de vie décents qu'on veut créer. Alors, ensuite, le financement. Vous savez, les parcelles avant, c'était au bas mot 240 mètres carrés. Aujourd'hui, on veut réduire à 150 mètres carrés, mais ça ne sera pas gratuit. Et celui qui ne pourra pas payer, qu'est-ce que le projet va faire de lui? La solution au problème du logement et du foncier, selon la coalition des associations pour la défense du droit au logement, est d'apporter des réponses favorables à sa plateforme revendicative. La CADDL appelle par ailleurs les populations des zones non loties à rejeter formellement la politique de restructuration qu'ils jugent antisociale. Elle exige également l'arrêt des actions des sociétés immobilières et prône pour la promotion des logements décents et accessibles aux populations des zones périphériques. Et nous restons dans le même domaine qui fait face à beaucoup de mésententes et de désaccords. Les promoteurs immobiliers du Burkina craignent pour l'avenir de leur activité. Réunis ce vendredi au Palais de la Jeunesse Jean-Pierre Guingané, ces acteurs ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis du gouvernement qui installait le 21 avril dernier un comité interministériel de réflexion sur les mesures conservatoires d'urgence en matière de gestion foncière au Burkina Faso. Michael Tougri. Les promoteurs immobiliers et les propriétaires terriens montent au créneau. Ils se disent victimes d'un acharnement du gouvernement. Et cet acharnement est soutenu, selon Roger Nikema, par la dernière sortie médiatique du ministre Clément Sawadogo et de Benewende Sankara. Le ministre Clément Sawadogo affirme par voie de presse, je le cite, « Le territoire burkinabé est en train d'être dépecé, tel un mouton de Tabaski. Il renchérit. Il est temps d'arrêter ce désordre et nous allons l'arrêter. » Quant au ministre Benewende, il soutient, si on ne peut pas faire
la chimiothérapie pour traiter le cancer, les médecins conseillent de couper la partie. Les objectifs de l'autorité sont connus. Discréditer les promoteurs immobiliers aux yeux de l'opinion nationale en leur rendant coupables de tous les maux qui minent le foncier au Burkina Faso. Pour ne pas arranger les choses, selon les promoteurs immobiliers et les propriétaires terriens, le 13 avril, 3 ministères, l'administration territoriale, le ministère en charge de l'habitat et celui de l'économie, créaient un comité de réflexion sur les mesures conservatoires d'urgence en matière de gestion foncière au Burkina Faso. Ce comité sera par la suite installé le 21 avril, dont les conclusions des travaux sont attendues dans 21 jours. Pendant que nous demandons le dialogue pour trouver des solutions idoines, on installe le comité à l'insu de nous, même si c'est le gouvernement qui prend ces décisions, nous sommes du privé, à partir du moment où nous sommes des acteurs du public, la logique voudrait quand même qu'on nous informe et qu'on cherche à ce que quand même nous soyons représentés parce qu'ils vont discuter des questions qui nous concernent. L'État a saisi la question criminalité foncière comme si c'est nous, promoteurs immobiliers, nous sommes à la base de la criminalité foncière au Burkina Faso. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer. L'État ne dit pas à la population et que c'est les promoteurs immobiliers qui ont construit tous les cités, que ce soit les cités de l'indépendance, que ce soit Bassoko, c'est les promoteurs immobiliers qui ont construit en PPP pour aider l'État. Et nous avons proposé de construire 5 000 logements et de plonger un peu le passif. Mais aujourd'hui, on n'est pas écouté. Voilà le problème qui est là. Donc nous, ce qu'on reproche au gouvernement, c'est qu'on ne nous prend pas au sérieux et des gens sont assis. On nous dit que nous avons des PC. Mais on connaît tout. Tout ce du ministre jusqu'au député, on connaît les terrains. Du ministre au député, on connaît où ils sont. 200 hectares, 100 hectares, 50 hectares. Même d'autres ministres sont en face de nous. On se connaît. Est-ce qu'ils ont l'autorisation? Au Burkina Faso, selon les statistiques, on compte plus de 200 sociétés immobilières. La question de la gestion foncière et de l'accaparement des terres sont de véritables défis pour le gouvernement. Et ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est une crise foncière puisque c'est un secteur qualifié par une certaine opinion d'une bombe sociale. Et ça n'en finit pas. La coordination des associations des habitants des non-lotis du secteur 29 de Bobo-Dioulasso, Belleville, a animé ce jeudi 29 avril une conférence de presse pour dénoncer la situation critique qui prévaut dans l'arrondissement numéro 7 depuis l'arrestation du maire de l'arrondissement, Herman Sirima. Reportage de Joseph Koudougou. Les habitants de la zone non-lotie du secteur 29 Belleville de Bobo-Dioulasso montent une fois de plus au créneau. À travers cette conférence de presse, la coordination des associations des habitants des non-lotis se disent préoccupés par la situation qui prévaut dans l'arrondissement 7 depuis l'arrestation de leur maire. Une marche pacifique de soutien au maire Sirima Saferba Herman avait été initiée pour le samedi 27 mars 2021. Pour des raisons de sécurité, des personnes ressources nous ont approchés et ont demandé la suspension, chose faite. Dès son arrivée, nous avons pu mettre en place un cadre de concertation entre le conseil de l'arrondissement 7 et les habitants des non-lotis qui nous a permis d'être à tous les niveaux de prise de décision pour la résolution de nos problèmes. Des différentes commissions d'appurement du passif, à la commission de suivi des parcelles mises à la disposition du conseil de l'arrondissement 7 par les immobiliers pour l'appurement du passif. Nous avons non seulement assisté à des délibérations de certains immobiliers nous concernant. Une rencontre tripartite a été tenue dans la salle de réunion du conseil régional avec les immobiliers se trouvant dans notre arrondissement pour que nous soyons rassurés de non seulement la disponibilité des parcelles à mettre à notre disposition, mais aussi de l'état d'avancement des travaux sur le terrain. Les conférenciers du jour affirment également être victimes de harcèlement de la part du huissier de justice. Dans ces derniers temps, nous constatons un harcèlement de notre huissier de justice autorisant certains attributaires de parcelles. Malgré les notes prises par la CNT et renouvelées par la délégation spéciale suspendant les nouvelles constructions dans ces zones dites à problème. En attendant que ces habitants soient dédommagés. Ces actes d'harcèlement constituent un danger grave et portera sans doute un frein à la cohésion sociale dans notre zone, car nous ne saurons où aller.
Cette sortie médiatique était également une tribune pour les femmes du dit arrondissement de plaider leur cause auprès des autorités compétentes. Il y a des gens aujourd'hui qui viennent déposer du sable sur nos terrains et disent vouloir nous déguerpir pour construire. Nous sommes nombreux dans cette situation. Et ceux qui troublent notre quiétude nous disent clairement que comme Sirima n'est plus là pour nous protéger, ils feront ce qu'ils veulent. Nous vous supplions de libérer le maire Sirima. Le collectif se dit très indigné par la situation actuelle et réclame la libération du maire Herman Sirima qui, selon lui, a la solution à son problème. Ils sont tchadiens, mais ils vivent au Burkina Faso. Regroupés en association, ils ont dit non ce matin à la gestion de la transition par la junte militaire dans leur pays d'origine. Devant leur ambassade au Burkina, ils ont dénoncé cette situation qui, pour eux, relève d'un acte anticonstitutionnel. Ils appellent donc le Conseil militaire de la transition à remettre immédiatement le pouvoir à un gouvernement civil. Maxime Jean-Eudes de Bambara. Ta liberté naîtra de ton courage. Peu importe leur mobilisation, l'essentiel pour ces ressortissants tchadiens vivant au Burkina Faso est de tenir cette marche pour transmettre leur message acquis des droits. Un message de contestation de la junte militaire qui a pris le pouvoir après le décès du président Idriss Déby Itno et auquel l'ambassade du Tchad au Burkina Faso se montre réfractaire. Conséquence, c'est à quelques 100 mètres de l'ambassade que les marcheurs, stoppés par des éléments de la gendarmerie, vont livrer leur message à la presse sans aucun représentant des autorités tchadiennes sur place. Il y a un des membres qui est venu pour déposer la demande et il a eu un entretien verbal avec le chargé des affaires, voilà, qui lui a fait savoir que de toutes les façons, même si la demande est déposée, ils ne vont pas l'accepter parce que c'est des mouvements qui vont à l'encontre, voilà, ça va à l'encontre de leur façon de faire, donc du régime, donc ils ne vont pas accepter. Alors, on ne peut pas faire autrement. Nous sommes venus tout simplement pour livrer le message. C'est ce message. Et nous avons demandé qu'il y ait un représentant à qui nous devons remettre le message tout simplement. Ils nous ont dit que non, les responsables disent qu'ils ne sont pas au courant. Voilà, donc ils ne sont pas là. Par contre, ils ne vont pas nous laisser avancer. Et par contre, on peut se limiter là et mener notre action et puis voilà, repartir. Regroupés en association dénommée Collectif de Tchadiens Indiens, ces manifestants expriment leur solidarité à leurs compatriotes vivant au Tchad à travers cette marche pacifique. Les maîtres mots restent non à une transition militaire, non à la monarchie et non à la répression. Nous, membres du collectif de Tchadiens Indiens résidant au Burkina Faso, condamnons la prise du pouvoir par des voies antidémocratiques et anticonstitutionnelles et réitérons notre appel à une transition purement civile et l'organisation dans les brefs délais des assises nationales inclusives. Aussi appelons-nous à l'arrêt immédiat de répression et assassinat des manifestants, condamnant la prise du pouvoir par une clique de militaires dont le dessein est d'assurer la continuité du système funeste du régime sanguinaire et incompétent du MPS. Selon le collectif de Tchadiens Indiens, la prise du pouvoir par ceux qu'ils qualifient de putschistes bouleverse l'ordre constitutionnel selon lequel c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit diriger la transition pour une durée de 90 jours, sanctionné par l'organisation des élections libres et transparentes. Idriss Déby père disparaît et c'est un autre Déby fils qui est mis à la place et je trouve que c'est complètement inacceptable. Le président Thomas Sankara a dit « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Mais nous, Tchadiens, j'aimerais dire « La patrie et la vie, nous vaincrons ». Parce que de la même manière que le Tchad a survécu au défunt Idriss Déby, eh bien le Tchad et les Tchadiens survivront au clan Déby, et à tout le système mafieux corrompu mis en place depuis plus de 30 ans et qui a mis le pays complètement par terre et à genoux. La junte au pouvoir, dégage! Les manifestants appellent donc le président du Conseil militaire de transition à remettre le pouvoir à un gouvernement civil afin de préserver la paix sociale et le vivre ensemble au Tchad. Le collectif appelle par ailleurs la communauté internationale et particulièrement la France à cesser tout soutien à la junte militaire et à prendre des mesures nécessaires pour permettre une transition apaisée et inclusive.
Après 20 ans de présence en Afghanistan, un pays toujours en proie aux violences, l'OTAN a commencé jeudi le retrait des contingents de sa mission Resolute Support. Le président américain Joe Biden a estimé que l'objectif de la mission avait été rempli et a prévu la fin du retrait des troupes américaines pour le 11 septembre, une date hautement symbolique pour les Américains. Ils seront restés 20 ans en Afghanistan. Les contingents de l'OTAN commencent à se retirer peu à peu de ce pays, toujours en proie aux violences. Un retrait ordonné, coordonné et délibéré, pendant lequel la sécurité des troupes sera une priorité absolue. Una volta che lei darà l'ordine, darà lo stop. 5 pays se sont massivement engagés en Afghanistan. Les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et la Turquie. Ces 5 pays ont déployé 6 000 militaires dans l'opération Resolute Support, une mission de formation des forces afghanes. L'objectif était de leur permettre d'assurer la sécurité de leur pays après le départ des forces étrangères. On a appris de nouvelles méthodes de nos formateurs étrangers et nous utiliserons ces tactiques de guerre dans nos futures opérations pour les prochains combats. Pour le président américain Joe Biden, l'objectif de la mission a été rempli. Il a prévu la fin du retrait des troupes américaines pour le 11 septembre, une date symbolique car les Américains et l'OTAN sont intervenus contre Al-Qaïda dans ce pays après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Depuis l'annonce de la fin de la mission de l'OTAN, les talibans multiplient les attaques meurtrières contre des policiers et des militaires afghans. De nombreux analystes considèrent que ce retrait des forces de l'Alliance pourrait plonger l'Afghanistan dans une nouvelle guerre civile ou permettre le retour au pouvoir des talibans qui en avaient été chassés fin 2001. Madame, Monsieur, nous sommes vendredi et vous le savez, ce jour à 3TV rime aussi avec actualité sportive. Nous retrouvons donc Assami Touré et ses décodeurs pour un avant-goût du numéro de tout à l'heure. Bonsoir Assami. Bonsoir Cynthia, bonsoir à tout le monde. Alors, je pense savoir, Assami, que ce soir, vous avez une grosse surprise pour les fidèles de la télévision interactive. Quelle est-elle? Effectivement, Cynthia, ce soir, on reçoit toute l'équipe de Salitas sur le plateau de Sport 3 pour parler en tout cas du parcours de cette équipe en campagne africaine, mais aussi en championnat et aussi en Coupe du FOS. Donc, d'un moment à l'autre, les joueurs vont s'installer dans ce studio et le staff technique également. Donc, une émission spéciale Salitas, comme je l'ai dit, et on parlera du parcours de cette équipe avec les décodeurs sur ce plateau, Cynthia. D'accord, ben voilà qui est bien appétissant. Merci Assami, excellente suite à vous et à vos décodeurs, également à l'équipe de Salitas. Merci Cynthia. Madame, Monsieur, c'est ici que nous nous arrêtons, mais si vous le permettez, nous allons refermer cette édition en rythme, précisément en jazz. Notre façon à nous de commémorer aujourd'hui 30 avril à la journée internationale de ce genre musical qui a vu le jour aux États-Unis à la fin du 19e, début 20e siècle grâce à la communauté noire afro-américaine. Savourez ces quelques notes intemporelles de Louis Armstrong, célèbre trompettiste américain et l'un des chanteurs de jazz les plus influents de son époque. Bonne écoute et à demain. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white.